David Cruc nous rejoint pour la financière de l'échiquier. Bonjour David. Bonjour Guillaume, bonjour Antoine. Vous allez rendre votre verdict face au marché. Ce moment qu'on va vivre, cet instant, ce verdict, est-ce que vous l'assumez ? Totalement. J'estime et j'assume que le plus grand risque qu'on peut prendre sur 2026, c'est de ne pas prendre de risque, justement. Ah tiens. Le plus grand risque qu'on puisse prendre en 2026, c'est de ne pas prendre de risque. C'est-à-dire qu'alors que les marchés sont toujours proches de leur record historique, alors que certains se disent ça va trop vite sur l'IA, que les banques centrales pourraient décevoir, vous dites non, le principal risque serait de ne pas en prendre. C'est ce que je dis d'ailleurs dans la vie, c'est exactement la même chose à tous ceux que j'aime, comme Julia, je dis, il faut prendre du risque. Et ne pas prendre de risque, c'est prendre un très gros risque. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que 2026 va ressembler à 2025, Guillaume. J'ai fait beaucoup de tours, j'étais au Luxembourg, j'étais à Bruxelles, j'ai vu beaucoup d'investisseurs ces derniers temps, j'entends beaucoup de brokers, et tout le monde a un vrai doute sur les marchés sur 2026. Ça fait 6 mois qu'on monte de façon ininterrompue. C'est assez logique, c'est assez humain de voir les marchés se dire, bon voilà, on va consolider, on va aller moins bien. Et effectivement, les deux choses qui ressortent le plus, c'est des banques centrales moins accommodantes et effectivement la rentabilité de l'IA. Et là, tout le monde me dit, David, attention. Donc je voulais juste revenir sur ces 2 points, Guillaume, rapidement, et vous dire pourquoi on va ressembler à 2026. Pourquoi ? D'abord, parce que dans l'IA, et c'est assez intéressant, vous venez d'en parler, mais on est à peu près au moment comme la révolution industrielle, c'est à peu près la Ford T de l'automobile, c'est-à-dire qu'on est à peu près au début de cette révolution. On peut dire que voilà, ChatGPT, c'est la Ford T de l'automobile, de l'Internet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans toutes les bouches, on parle de gains de productivité. Et ça, c'est intéressant. Et j'étais en ligne avec un broker hier qui était passionnant et qui me disait qu'en Californie, à Washington, dans l'État de Washington, il regardait la productivité qui était 2 fois supérieure à tous les autres États. Dans ces 2 États, l'utilisation de l'IA est supérieure à tous les autres États américains, donc les 2 contre les 48. Et là, la productivité est vraiment très supérieure, et c'est assez intéressant de voir ça, parce que ça montre, ou c'est un début en tout cas, où on montre que cette productivité est là, elle va être sur toutes les bouches. Alors peut-être qu'il y a aussi beaucoup de licenciements, mais on a des croissances d'IPS qui vont être fortes. Dans le même temps... Bénéfices par action, les IPS. Les bénéfices par action. Dans le même temps, il va y avoir des licenciements. Donc c'est vrai que la rentabilité des entreprises va être très forte. Mais déjà, le premier point, c'est de regarder sur ces 2 États, et vous pouvez les regarder, la rentabilité est 2 fois supérieure aux autres États. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur les banques centrales, donc voilà, ça, c'était le point sur l'IA qui montre en tout cas qu'on va parler de rentabilité tout au long du premier trimestre, et ça va animer énormément les marchés, et certainement ça va pouvoir donner une énergie supplémentaire, vraiment une trajectoire supplémentaire positive. Et juste sur l'IA, certains disent en 2025, toutes ces dernières années, le marché a acheté les inventeurs, les bâtisseurs de l'IA. Peut-être qu'à partir de 2026, le marché achètera les adopteurs de l'IA, ces secteurs qui ne sont pas des secteurs tech, mais qui adopteront en premier l'IA et parviendront à en générer de la productivité, plus d'efficacité. Par exemple, UBS cite parmi ces grands secteurs qui bénéficieraient particulièrement de l'IA à partir de 2026 en bourse, les banques et la pharma. Absolument. Nous, on a Eli Lilly d'ailleurs et du Thermo Fisher uniquement pour ces raisons. Donc, je donne tout à fait raison sur l'argument que vous venez de donner. Absolument. La deuxième chose, c'est sur les banques centrales. On m'interroge beaucoup en disant attention, on a vu le Japon, probablement le 19, la BOJ, la Banque du Japon, va monter les taux. L'Australie est dans une situation aussi où elle a dit que son cycle accommodant était terminé. On a vu aussi en Europe certains propos laissant entendre qu'on pourrait avoir une hausse des taux l'année prochaine. Là, sur ce point-là, je suis pas aussi... Surtout en mettant en avant le fait que l'inflation, il pourrait avoir une résurgence de l'inflation et qui serait un vrai problème. Et du coup, les banques centrales auraient moins de liberté pour rebaisser leur taux. Là-dessus, il faut juste garder en tête que la Chine gagne 30% de volume d'exportation, Guillaume. La Chine, elle exporte de la déflation de façon majeure. Et rien qu'avec la Chine, on aura du mal à avoir une inflation qui va repartir très forte. Ça, c'est le premier point et c'est vraiment très important de parler. Le CPI est sorti ce matin en Chine, il était à 0,7 et il était en progression, mais très loin des 2% d'objectifs que la Chine s'est fixé. Donc, il y a cette déflation qui est exportée par la Chine de façon massive et rien qu'avec ça, ça va être très compliqué d'avoir dans le monde entier une inflation très forte. Et le deuxième point, c'est évidemment aux États-Unis de penser que la Fed va baisser ses taux ou ne baissera pas ses taux ou moins de 2 ou 3 fois. Ça me paraît illusoire parce que je pense que d'abord, Trump a réussi à faire monter les marchés actions, il a réussi à faire baisser le dollar, mais il n'a pas encore réussi à faire vraiment baisser les taux. Donc,
il y a une puissance politique, en tout cas un pouvoir politique qui va aider les taux à baisser, mettre de la pression sur la Fed probablement. Kevin Hassett, qui sera probablement le prochain président le 15 mai, est quand même quelqu'un qui est estampillé, qui est tamponné Trump. Et puis, c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, la consommation est faible. L'emploi pourrait continuer à être faible aussi, d'ailleurs peut-être à cause de l'IA. Mais donc, j'ai du mal à penser que les banques centrales ne vont pas rester accommodantes. Donc, pour conclure, 2026, les risques ils sont surévalués. On a des croissances des bénéfices par action de 15%. Et on a probablement des baisses des taux qui vont être là. Donc, les actifs risqués seront en terrain parfait, quoi. C'est parfait pour les actifs risqués. Alors, justement, sur cette fin d'année, pour que le rallye de fin d'année puisse un petit peu prendre corps et continuer ces derniers jours de l'année, il faudrait peut-être quelques coups de soufflet sur les braises, parce que pour l'instant, on sent que le feu est en train de capoter un petit peu. Donc, il y a quelques ingrédients en plus quand même dans le pipe. Ouais, je trouve que c'est un peu logique, Antoine, parce qu'on a quand même la Fed ce soir. Donc, on attend, bon, même si on attend une baisse des taux qui soit un hawkish cut, comme on l'appelle dans ce monde actuel, mais on a aussi des chiffres de l'emploi qui vont arriver prochainement. On a des chiffres d'inflation, on a des chiffres de Broadcom, on a des chiffres d'Oracle. Donc, il y a quand même on a une dernière semaine, on a 2 dernières semaines qui sont extrêmement importantes en termes de chiffres économiques et de chiffres microéconomiques. Et je pense qu'il faut un peu les attendre pour avoir ce Santa Rally qui arrive généralement d'ailleurs dans les 2 dernières semaines de décembre et rarement dans les 2 premières semaines de décembre. D'accord, donc de nouveaux records à Wall Street ou sur le CAC, c'est pas encore perdu d'ici la fin de l'année. Absolument pas. D'accord. Je pense que les 7000 peuvent être atteignables encore une fois sur le S&P. J'ai fait ce pareil il y a quelques temps. Ah oui, c'est vrai, on avait oublié. Ah oui, vous le remettez sur la table. C'est bien parce qu'à chaque fois vous vous mouillez avec beaucoup d'arguments. Là, on parlait de la fin d'année, des perspectives 2026. Et puis vous, David, c'est les flux, quoi. Vous regardez les flux vraiment de l'intérieur, en insider. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Que nous disent les dynamiques de flux sur la confiance profonde des investisseurs dans le potentiel à venir? Alors, déjà, les rachats d'actions vont être très denses sur ces derniers mois. On est très en retard sur cette année, enfin très en retard, j'exagère un petit peu cette fois-ci. On est en retard sur les rachats d'actions, donc ils vont être à pleine puissance et ils vont rester à pleine puissance jusqu'à la fin du mois. Donc le Santa Rally, le rallye de fin d'année, comme on l'appelle, va être probablement bien tenu par les flux des rachats d'actions qui vont être très denses. Les buybacks aussi, le flux retail est toujours très présent. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'avant, les retail attendaient toujours une baisse de 5% du marché avant de réinvestir. Maintenant, le fameux buy de dip, le fameux achat sur faiblesse, c'est que 2%. Et en fait, tout le monde attend 2% de baisse pour acheter. Donc, s'il y avait la moindre faiblesse sur la Fed ce soir, à moins d'un événement majeur, je pense que là aussi, les particuliers seraient ravis de racheter. Donc, on continue. Et puis, on a aussi ces fusions-acquisitions, hein, Guillaume. On a Abivax, on voit ce matin, mais on a des très grosses opérations. Vous les avez certainement commentées la semaine dernière. Abivax, on le dit juste parce que c'est toujours hyper spéculatif, les biotech. Oui. Rien d'officiel, ce sont que des rumeurs. Voilà, juste pour En tout cas, que ce soit rumeur ou fait, en tout cas, bien sûr, on a des vrais mouvements de fusion-acquisition qui là aussi sont propices à des hausses supplémentaires des marchés. Donc on voit que cette fin d'année, elle est aidée par le M&A, même si c'est pas obligatoirement que ça aboutira, mais c'est aidé aussi par les rachats d'actions, c'est aussi aidé par le retail. Donc les flux qu'on a eu tout au long de l'année, ils sont encore là et ils seront encore là en début d'année. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer pessimiste à ce jour. Cet homme, David, qui nous accompagne régulièrement, participe à BFM Bourse depuis 2-3 ans. Il s'est très rarement trompé. Et vous restez optimiste pour 2026. Je reste optimiste sur 2006. Il faut rester sur les actifs risqués. Bon, merci beaucoup, David.